Réunis à Rome, les 12 décident à l'unanimité le principe d'une aide d'urgence de 5 milliards de francs pour l'URSS. Le ton monte de plus en plus entre Washington et Bagdad. George Bush pourrait annoncer dans les prochaines minutes qu'il renonce à rencontrer Tarek Aziz. Très bon indice des prix, moins 0,2%, mais tous les autres indicateurs sont nettement plus inquiétants. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans notre série, décidément le temps est complètement détraqué, ma pauvre dame. Je vous signale qu'il pleut enfin sur la Terre Sainte, au terme de l'été le plus long depuis 60 ans. Après les ravages de la sécheresse, la météo prévoit maintenant des inondations dans le Negev. En France, environ 10 000 foyers sont toujours privés d'électricité et le plan Orsec est maintenu dans l'Ain, l'Isère et le Jura. Nous y reviendrons dans quelques instants. Reste cette interrogation. Comment, dans un pays développé comme la France, comment les transports peuvent-ils être aussi rapidement désorganisés par des chutes de neige aussi prévisibles que prévues? Autoroutes fermées, TGV annulés, voilà qui ne fait guère sérieux dans une région qui s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques l'hiver prochain. Reportage Françoise Vallée. 12h06, la merveille technologique quitte la gare de la Part-Dieu. 35 km plus loin, une équipe d'entretien de la SNCF dégage les voies à la raclette dauphinoise. Depuis dimanche, les cheminots de la Tour du Pin se déplacent à pied ou en taxi. Leur véhicule SNCF n'est pas équipé pour rouler dans la neige. Dimanche, mon chef est venu me chercher à 2 h d'après-midi, je suis sorti jusqu'à 4 h du matin. Et tous les jours, je suis venu à travailler en stop et tout, et puis avec la pelle et puis le râteau. Et en plus, on n'avait rien pour aller sur la voie, on a été obligé de marcher à pied pendant 10 km. Les arbres tombent, on les coupe avec une tronçonneuse pour les 3 brigades du district. Hein, voilà, tout ce qu'on a. Autrement, la scie à bûche. Cette équipe de 7 cheminots est responsable de 18 km de voies. 18 km sur lesquels il faut vérifier les systèmes de sécurité, dégager les passages à niveau, les quais de la gare et couper les arbres cassés qui risquent de priver la ligne de courant. Les trains sont en retard parce que les cheminots ne sont pas outillés et ne sont pas suffisamment nombreux pour intervenir rapidement. Il est vrai que depuis 6 jours, la SNCF a du mal à rétablir la circulation dans une région où l'apparition de neige n'est tout de même pas exceptionnelle. Il n'y a pas de présence d'agents d'entretien le week-end. Et il a fallu donc faire appel à nos agents à leur domicile, ce qui a nécessité un certain délai de transport pour les amener sur les lieux. L'année 90 servira peut-être d'exercice pour Rhône-Alpes qui dans 14 mois accueillera les Jeux Olympiques. Je vous le disais, le plan Orsec est maintenu dans l'Ain, dans l'Isère et dans le Jura. Près de 500 militaires et 300 spécialistes des unités d'intervention de la sécurité civile ont été envoyés en renfort dans les régions les plus affectées par les chutes de neige. Reportage Isabelle Stess. Quand on part en intervention, si je n'ai pas la musique, je pars pas moi. C'est incroyable. Le plan Orsec sur un air de fête. Comme tous les renforts militaires arrivés ce matin dans l'Isère, la 7e section de la sécurité civile de Brignoles a une mission prioritaire, aider et réconforter la population, surtout dans les habitations les plus isolées. On est coincé, je marche à pied. Mais je laisse pas mes outils dessous des hangars. De toute façon, justement, on est venu pour vous aider. Hein. S'il y a quoi que ce soit pour vous sortir, un accès à dégager. Je suis obligé d'attendre. Vous attendez quoi? Attendre le dégel. Autre tâche pour les 500 militaires répartis dans le département, aider les pompiers dans leurs opérations de déblaiement. Dans les communes, les renforts sont accueillis avec soulagement, mais beaucoup pensent qu'ils arrivent après la bataille. Il serait arrivé il y a 48 heures, il me sauvait la vie. Parce que depuis 48 heures, c'est la catastrophe. Là, le plan Orsec est arrivé avec 48 heures de retard, c'est tout. Le drame, il est là. Et tous les maires du canton Nord-Isère, des cantons, vous le diront. Le PC du plan Orsec. Toutes les opérations sont centralisées ici. D'heure en heure, la situation sur le terrain progresse. Attends, revenir à la normale? Écoutez, à la normale serait beaucoup dire. À la normale, oui, dans certains domaines. Je parle des routes nationales et de l'autoroute, on roule normalement. En ce qui concerne les abonnés à l'électricité, la situation s'approche de la normale. Je vous lis le dernier bulletin météo. Tendance ultérieure, temps froid et sec. Aujourd'hui, le soleil brillait sur le nord de l'Isère, comme un signe d'espoir. S'il reste encore beaucoup à faire, le plus dur est sans doute passé.
Les 12 au secours des soviétiques, le sommet européen de Rome a décidé à l'unanimité le principe d'une aide minimale d'urgence pour l'URSS de 5 milliards de francs. Explication de l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Sassier. Ce drapeau, qui est celui de la communauté européenne, sera-t-il un jour celui d'une nation, l'Europe? C'est la question posée à ce sommet où les 12 vont discuter de la nécessité de modifier le traité de Rome pour y inclure l'union économique et la monnaie unique, ainsi que l'union politique qui serait bâtie sur une sécurité militaire et une diplomatie commune, un chantier qui va durer des années. Mais ce matin, en arrivant au Quirinal, la résidence du président de la République italienne, les 12 avaient en tête une préoccupation beaucoup plus immédiate, l'aide à apporter aux pays de l'Est et à l'Union soviétique menacée d'un effondrement économique et dont les habitants sont guettés par la famine. Helmut Kohl a expliqué que l'Europe pouvait être submergée par des millions de Russes fuyant la faim et que seule une aide alimentaire importante pouvait sauver ces hommes, ces femmes et ces enfants. François Mitterrand a plaidé dans le même sens. Avant de songer, a-t-il dit, à moderniser l'économie de l'Est, il faut envoyer une aide massive et le faire vite, a-t-il dit. Jacques Delors a proposé un chiffre, environ 4,5 milliards de francs pour nourrir les soviétiques, un chiffre comparable à la somme obtenue par les étudiants français en colère. En tout cas, les 12 sont préoccupés par ce dossier au point d'y avoir consacré toute la matinée. Et du coup, l'absence de Maggie Thatcher et l'arrivée de John Major, son successeur, sont passés presque inaperçus. C'est le président français qui a été le plus éloquent sur la nécessité d'aider l'Union soviétique. Ne soyons pas frileux, a déclaré François Mitterrand devant ses 11 collègues européens. Faisons le maximum de ce qui est nécessaire et le plus vite possible. En fait, il s'agit d'éviter que Gorbatchev et sa politique de réforme ne soient balayés par les révoltes populaires. Florence Mavic. L'URSS contrainte de faire la queue devant le bureau de l'aide occidentale, victime d'un système qui a échappé à tout contrôle du pouvoir central. La productivité est en chute libre, les causes du délabrement économique sont innombrables. Un exemple, l'URSS, premier producteur mondial de pétrole, est obligé en pleine crise du Golfe de baisser sa production. Pipelines et installations sont souvent au bord de la rupture. Dans les usines sévissent absentéisme et sabotage. À ces maux chroniques s'ajoutent mauvaise gestion et instructions contradictoires entre les différents ministères. Dans l'agriculture, beaucoup de terres sont appauvries par des cultures extensives. Kolkhoz et Sovkhoz boycottent les marchés d'État. Les récoltes pourrissent dans les champs ou dans les wagons des trains. Pourtant, en URSS, on trouve de tout, à condition de s'approvisionner au marché noir, largement contrôlé par la mafia. Une économie souterraine qui sape les dernières fondations de l'économie planifiée. Pour enrayer ces ravages, le président Gorbatchev essaie de lancer une vaste réforme économique. Mais sa position à l'intérieur du pays est inconfortable. Il doit faire face à l'émancipation des républiques, à l'image de la très puissante Russie dirigée par son rival Yeltsin. S'ajoute la pression des conservateurs, les peurs de l'armée et l'hostilité de la population. Les 12 ont également bien sûr parlé de l'évolution de la situation dans le Golfe, situation de plus en plus tendue. Selon certaines indiscrétions, George Bush envisagerait de renoncer aux discussions avec l'Irak qu'il avait pourtant lui-même proposées. Le président américain doit tenir une conférence de presse dans quelques minutes, nous y reviendrons bien sûr, intervention non prévue. Recevant hier les anciens otages américains, le chef de la Maison-Blanche a eu des paroles très dures vis-à-vis de Saddam Hussein. Celui-ci n'est pas en reste, il a déclaré ce matin à Bagdad que l'Irak avait le droit pour lui et que si une guerre éclatait, elle débarrasserait le monde arabe de la pourriture. Dans ce contexte, le président du Conseil italien a fait une suggestion à ses collègues que le sommet des 12 délivre un message clair et explicite assurant l'Irak qu'il ne sera pas attaqué s'il se retire du Koweït, suggestion non reprise en compte par François Mitterrand. C'est dans ce contexte que se situe le départ des premiers renforts français envoyés en Arabie Saoudite. Reportage de Jacques Deveau en Ille-et-Vilaine au 11e régiment d'artillerie de marine qui doit embarquer à Toulon en début de semaine prochaine en emmenant 3 batteries de canons tractés de 155 mm à grande cadence de tir. Enfin, c'est à notre tour de partir. Malgré l'approche des fêtes, ce sentiment, tous les soldats du 11e régiment d'artillerie de marine de la Landouée le partagent. Pour ces militaires de carrière, l'attente n'a que trop duré. Le régiment avait été préparé depuis un certain temps et puis il y a eu dans le moral des hauts et des bas puisque on part pas, ça va tomber à l'eau ou pas du tout, on ne sait pas trop. Là, la décision est tombée à point.
Les 18 canons de 155 mm et leur logistique ont été chargés dans la matinée à Rennes sur 3 trains à destination de la Seine-sur-Mer. La dernière opération du 11e Rama remonte à 1978 au Tchad. Mais cette fois, c'est la totalité du régiment qui intervient. Je ne rentrerai pas dans ces considérations offensives ou défensives. Je tiens simplement à dire que dans un organigramme normal en métropole, enfin en France, toute division a de l'artillerie. Donc là, le dispositif devient normal en fait. Une puissance de feu qui apporte tout son potentiel à l'opération Daguet. Au moins une bonne nouvelle ce soir, raison de plus pour s'y arrêter un instant. Les prix de détail ont diminué de 0,2% au mois de novembre par rapport au mois d'octobre. Il faut remonter à février 86 pour trouver pareil phénomène. Baisse qui s'explique largement par la chute des cours du pétrole. Au total, la hausse des prix depuis le début de l'année est de 3,4% et l'inflation sur les 12 derniers mois de 3,6%. Le problème, Gérard Leclerc, c'est que ce bon indice est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Oui, une bonne nouvelle peut en cacher d'autres plus inquiétantes. Cette baisse des prix en novembre, la première depuis 4 ans, est le résultat mécanique de la chute des cours pétroliers de 40 à moins de 30 $ le baril. Une chute qui a fini par se répercuter sur l'essence et le fioul. Les autres prix des produits de consommation, de l'alimentation et des services ont été quasiment stables. L'inflation n'a donc pas gagné les bases de notre économie. Et si, comme Pierre Bérégovoy l'espère, l'indice de décembre est également très sage, autour de 0%, le coût de la vie n'aura pas progressé cette année plus vite que l'an dernier, et cela malgré la crise du Golfe. Oui, mais malheureusement, si aujourd'hui les prix sont calmes, demain c'est l'activité économique qui risque de l'être beaucoup trop. Différentes études, dont celle de l'INSEE, traduisent un attentisme des chefs d'entreprise. Confrontés aux incertitudes de la crise du Golfe et de la récession dans les pays anglo-saxons, ils ont gelé beaucoup de leurs projets d'investissement pour l'an prochain, avec comme résultat prévisible une baisse de la croissance et une remontée du chômage. Une mécanique infernale qui serait désastreuse psychologiquement pour les salariés qui ont à peine profité de la reprise économique et qui serait dangereuse pour les entreprises françaises. Si elles stoppent leur effort d'investissement, elles risquent demain d'être prises à contre-pied quand la croissance repartira, tirée par la baisse du pétrole et la reconstruction de l'Europe de l'Est. Merci Gérard, un signe qui ne trompe pas, des tempêtes économiques qui se préparent peut-être, la stagnation des budgets publicitaires. En gros, le volume des budgets consacrés à la publicité continue à augmenter, mais avec un très très fort ralentissement. Bref, c'est la morosité chez les fils de pub. Commentaire Ève Mété. Les annonceurs sont-ils fatigués? Le marché publicitaire en 1990 a bien continué d'augmenter, mais sa croissance est nettement ralentie. 9% au lieu de 13% l'année dernière. Pour l'an prochain, on prévoit 6% seulement. Tous les médias sont touchés, la presse écrite qui garde près de 60% des investissements publicitaires, l'affichage, la télévision, la radio et le cinéma. Pour la télévision, le marché qui avait explosé avec l'apparition des chaînes privées commence à plafonner, mais c'est sur l'ensemble des supports que les entreprises freinent le développement de leurs investissements dans la pub. C'est pas la forme. Oh, faut réagir avec une cure de sucre. Leur cure de vitamines, les publicitaires espèrent la trouver dans le nouveau marché européen. On pense tous qu'on est proche quand même d'un second souffle qui est 92. Dans la mesure où de toute façon, avant 92, les marques vont avoir besoin de se consolider à nouveau pour faire face à l'ouverture du marché européen. Donc on pense qu'il s'agit d'une situation à court terme et que la croissance va à nouveau revenir d'ici 2 ans. Confiants les publicitaires, alors qu'en Suisse et en Grande-Bretagne, le marché est nettement en récession, qu'il stagne aux États-Unis et aux Pays-Bas, mais on s'avoue rarement pessimiste dans la profession. Kiff costaud. Kiff costaud. Que sera. Autre chiffre, plus de 3000 médecins généralistes français, soit 6% de la population de la profession, gagnent moins de 4700 francs par mois avant impôt. Chiffre très sérieux tiré d'une étude publiée par le Généraliste. Dernière information sociale, la chute d'une forteresse syndicale. Pour la première fois depuis la libération, la CGT avec 46,8% des voix. Chiffre communiqué par la CFDT, il faut le dire. La centrale d'Henri Krasuki n'a plus la majorité chez Renault et devrait perdre le contrôle du comité central d'entreprise. Regain de tension en Israël après la découverte à Jaffa, près de Tel Aviv, des corps de 3 Israéliens poignardés. Un suspect palestinien a été arrêté. Le point avec notre correspondant Charles Anderlin. C'est le 3e attentat depuis le début du mois dans la région de Tel Aviv. À 8 h ce matin, les voisins de cette petite usine de Yafo ont entendu des cris.
Un ouvrier est allé voir, il n'est pas revenu. Inquiets, ses amis sont entrés dans le bâtiment. Ils l'ont découvert mort, poignardé, ainsi que 2 autres Israéliens, une jeune femme et un homme. Sur les murs, des slogans signés Hamas, le mouvement intégriste islamique. Les 2 assassins des Palestiniens de Gaza ont pris la fuite. À Yafo s'est déroulé le triple meurtre, c'est la colère. Les représentants des mouvements extrémistes sont là. Le CAR, l'organisation raciste créée par le rabbin Kahana, et Moledet, Patrie, qui réclame l'expulsion des Palestiniens. La foule crie « Mort aux Arabes ». Un peu partout, des véhicules immatriculés à Gaza sont attaqués. Ce conducteur a réussi à prendre la fuite. La police a fini par rétablir l'ordre. Des journalistes israéliens qui, comme Danny Rubinstein, suivent le conflit depuis 1967 estiment que l'affrontement est devenu communautaire, presque ethnique. Le conflit a pris une nouvelle dimension fanatique, spontanée, avec un élément religieux. Les extrémistes, chez les uns et les autres, ne prennent plus leurs ordres d'une organisation, mais agissent seuls. Les organisations palestiniennes et les leaders politiques israéliens parviennent de moins en moins à contrôler le cours des événements. Les forces de l'ordre sont en état d'alerte, dans la crainte de nouvelles violences. Situation très tendue également au Maroc, où 2 syndicats ont appelé à la grève générale. Aujourd'hui, selon le porte-parole de l'un de ces syndicats, plusieurs personnes auraient trouvé la mort à Fès au cours d'affrontements entre grévistes et forces de l'ordre. Nous n'en savons pas plus, sans doute des précisions dans le dernier journal. L'Albanie, ballottée entre le retour à la démocratie et l'anarchie. Les émeutes se poursuivent dans ce pays, émeutes apparemment très durement réprimées. L'armée serait intervenue. Le point avec Jérôme Bonny sur une situation qui semble bien confuse. La Glasnost gagne Tirana. Hier soir, les téléspectateurs albanais ont pu découvrir ces images qui disent bien la violence des émeutes qui ont éclaté dans plusieurs villes de province, hier et aujourd'hui. À Skoder, au nord de l'Albanie, mais aussi dans le centre industriel d'Elbasan, où un millier de manifestants, la plupart des ouvriers, auraient pillé cet après-midi des magasins au cri de démocratie et liberté, ainsi qu'à Karaye, à une 50aine de kilomètres de Tirana, où ces images ont été tournées. Une ville défigurée, explique le commentateur de la télévision albanaise. 4000 m² de vitrines cassées, 45 bâtiments endommagés malgré les appels au calme des forces de sécurité. Les hooligans ont essayé en vain d'interrompre les cours dans un lycée. Toujours selon les commentaires albanais, ces actes de vandalisme sont noyautés par des conservateurs opposés à la démocratisation actuellement en cours. Même son de cloche dans cette autre ville de Rusten, où les orateurs de ce meeting de soutien au président Alia appellent le parti à lutter contre le hooliganisme soutenu par l'étranger pour déstabiliser les réformes démocratiques. Tirana semble, elle, épargnée par cette vague de violence et le président d'un des 2 tout nouveaux partis d'opposition, le Parti démocratique albanais, vient étrangement de se mettre à l'unisson du président Alia en dénonçant les provocateurs et en appelant la population au calme. On les appelle les déboutés. Ils n'ont pas obtenu le droit d'asile en France, mais ils n'ont pas quitté le territoire français. Ils sont donc en situation irrégulière. Et une polémique se développe actuellement autour du sort de ces 100 000 demandeurs d'asile menacés d'expulsion. L'OFPRA, l'Office français de protection des Français apatrides, cet organisme est complètement débordé. Il doit traiter 120 000 dossiers chaque année. Les procédures vont être accélérées, mais de nombreuses associations estiment que l'administration confond parfois vitesse et précipitation. Reportage Éric Perrin et Mémayol. Dans cette pochette, tous les documents que Vicky a pu rassembler pour obtenir le statut de réfugié politique. Il y a encore 3 ans, Vicky était au Zaïre. Sympathisante du parti d'opposition, elle a fui après l'arrestation de son mari. Selon elle, il a été tué en prison. Arrivée en France en 87, elle s'adresse à l'OFPRA, chargée d'étudier les demandes de droit d'asile. 2 mois plus tard, on lui signifie un refus. Elle fait alors appel devant la commission de recours qui juge son dossier insuffisamment étayé. Les preuves qu'on me demandait, il fallait quelqu'un qui a vécu le même problème que moi, soit là qu'il témoigne que c'est vrai. C'est ça qu'on me demandait. Et ça, vous pouviez avoir ces preuves? Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il m'avait demandé trop de preuves. J'avais dit que c'était impossible pour moi. Quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui s'en va quelque part, il ne peut pas rassembler quelques preuves pour vous donner.
Entre 88 et 89, les demandes d'asile doublent. L'OFPRA, débordée, accumule les retards. Le gouvernement décide alors d'agir en débloquant d'importants moyens. Résultat cette année, 80 000 dossiers traités contre 30 000 l'année dernière. 8 fois sur 10, la réponse est négative. Depuis le début de l'année, l'OFPRA et la commission des recours ont comme principale préoccupation de faire du chiffre sur instruction gouvernementale, donc de résorber les stocks de dossiers qui étaient en retard. Et à l'évidence, sur le nombre de dossiers traités, une grande partie ont été traités de façon très légère, très superficielle, et donc avec le risque important de renvoyer à la clandestinité ou dans leur pays des gens qui craignent pour leur sécurité. L'entretien n'est pas systématique et selon la qualité des dossiers, le temps d'examen varie de quelques heures à une journée. La procédure d'examen des demandes d'asile a été prévue de façon rapide et il est normal de revenir à cette rapidité. Comment est-ce que nous pouvons faire ceci? C'est avec davantage de personnel, davantage d'encadrement, davantage d'information et davantage de réflexion. Et je peux dire qu'aujourd'hui, tout dossier sera vu au moins par 3 personnes différentes, et que nous ne pensons pas que l'accélération du rythme de traitement a produit une dégradation de la qualité. Ici, 3 fois par semaine, les associations accueillent ceux qui ont été déboutés. Ils sont 100 000. Juridiquement, ils n'ont plus le droit de séjourner en France. Pourtant, comme Vicky, ils sont de fait installés depuis 1, 2, voire 3 ans. Vicky a refait sa vie ici avec un nouveau compagnon, réfugié comme elle. Leur enfant de 18 mois est né sur le sol français. Un éventuel avis d'expulsion signifierait un retour au Zaïre, avec tous les risques que cela comporte. Les associations réclament pour elles comme pour les autres le droit de séjour, et plus le temps passe, plus il leur sera douloureux de dire au revoir à leurs espoirs. Démenti à l'instant des autorités marocaines, les incidents de Fès dont je vous parlais il y a une seconde n'auraient pas fait de victimes, selon, encore une fois, les autorités marocaines. Les sources syndicales affirment pour l'instant le contraire. Avec Christophe Tortora, les autres informations de ce jour, à commencer par le retour en Afrique du Sud, après 30 ans d'exil d'Oliver Tambo, le président de l'ANC. Premier discours d'Oliver Tambo en Afrique du Sud après plus de 30 ans d'exil. Le président de l'ANC, arrivé la veille, a appelé à une révision des sanctions internationales imposées à l'Afrique du Sud en raison du changement de la situation politique dans ce pays. Oliver Tambo a affirmé son attachement aux négociations avec le régime blanc, mais il réclame une mobilisation croissante des militants de l'ANC et un recours aux actions de masse. Le Parlement polonais accepte la démission de Tadeusz Mazowiecki. Le Premier ministre polonais avait présenté la démission de son cabinet après son échec au premier tour des élections présidentielles. Le gouvernement a été chargé par la Diète d'expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination par Lech Walesa d'un nouveau Premier ministre. Celle-ci n'est pas attendue avant plusieurs jours. Un mort et 13 blessés dans l'attaque d'un train en Italie. 7 hommes armés ont arrêté hier soir le Venise-Milan en gare de Vegonza. Le commando a ouvert le feu sur les policiers chargés de surveiller le wagon postal avant de faire sauter à la dynamite le rideau d'acier. Le butin est important, mais aujourd'hui, 2 suspects ont été appréhendés en possession d'armes et de munitions. Quelques mois après les États-Unis, la France vient de donner le feu vert à la thérapie génétique. Le Comité national d'éthique vient en effet de donner son accord pour que les chercheurs essaient au stade expérimental de soigner certaines maladies en modifiant le code génétique de certaines cellules. C'est une étape importante qui vient d'être franchie, une étape riche d'espoir mais qui comporte également de graves dangers de manipulation de l'espèce humaine. Explication Daniel Vigou. Cet enfant est condamné à vivre dans une bulle. Il souffre d'un déficit congénital des défenses, c'est-à-dire que son corps ne peut pas se protéger naturellement des microbes. Mais demain, il sera peut-être sauvé grâce à la thérapie génique. Cette nouvelle technique permettra peut-être aussi de soigner d'autres maladies graves, plus fréquentes, comme des cancers de la peau qui se propagent dans tout l'organisme. Pour traiter ces cancers, on prélèvera d'abord des globules blancs. Puis, on introduira à l'intérieur de ces globules un gène. Ici, en noir sur l'écran, un gène venu de la souris, un gène capable de faire fabriquer par la cellule une substance appelée TNF qui peut théoriquement détruire les tumeurs. Enfin, on réinjectera ces super globules blancs dans le malade, ils pourront alors détruire les tumeurs. C'est du moins ce que laisse espérer une expérience aux États-Unis sur une fillette de 4 ans. Mais face à cette nouvelle technique, une question redoutable. Ne va-t-on pas transformer le patrimoine héréditaire de l'homme et du coup changer l'espèce humaine ? La question ne se pose pas
Pour les essais en cause, en effet, il ne s'agit pas, je crois qu'il faut vraiment le préciser, il ne s'agit pas de modifier le patrimoine héréditaire des individus. En d'autres termes, on va soigner les malades, mais pas leurs enfants. Ils ne vont pas transférer à leurs enfants la modification génétique qui aura uniquement été effectuée au niveau de leurs cellules malades. Ce que l'on fait, c'est un peu comme si on faisait une greffe d'organes, mais au lieu de prendre l'organe chez quelqu'un d'autre, on va prendre leur propre organe, un peu le modifier et leur réinjecter, leur retransplanter. Reste que le risque de l'eugénisme existe. Il impose plus que jamais un contrôle rigoureux des essais thérapeutiques en matière génétique. Mais la peur ne doit pas arrêter le progrès médical lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines. C'est en tout cas le sens de la décision du Comité national d'éthique. La direction générale d'Antenne 2 a annoncé ce matin la disparition prochaine de l'antenne d'un certain nombre d'émissions, parmi lesquelles Une fois par jour, animée par Claude Sérillon, Étoile Palace de Frédéric Mitterrand, Télézèbre de Thierry Ardisson ou encore Drôle de tête de Philippe Bouvard. Dans un communiqué, Jean-Michel Gaillard indique que cette décision a été prise afin de respecter le cahier des charges de la chaîne. Les émissions supprimées ayant la double caractéristique de peser assez lourdement sur les dépenses sans atteindre des performances d'audience prometteuses. La plupart de ces émissions seront remplacées par des séries ou des documentaires. Commentaire de Catherine Tasca. On peut déplorer que la gestion de la chaîne ait conduit à un coup d'accordéon un peu préjudiciable. Les dirigeants ont tiré les conséquences de leur gestion. Dernier commentaire, celui de Philippe Guillaume, président directeur général d'Antenne 2 et de FR3 au micro de France Info. Philippe Guillaume qui s'étonne du tohu fait autour de ces émissions qui représentent moins de 10% de la grille. Choix budgétaire douloureux à Antenne 2 et espoir de déblocage à FR3 au 17e jour de grève des journalistes. Un accord de principe est en effet intervenu sur les aménagements de carrière. Explication Valérie Fourniou. Elle a enfin les moyens de négocier. Dominique Alduy, directrice générale de FR3, n'est pas venue aujourd'hui les mains vides. Depuis 17 jours de grève, d'entretiens en entretiens, tous s'accordaient à dire aux grévistes que leurs revendications étaient justes et compréhensibles, Philippe Guillaume, le PDG d'Antenne 2 et de FR3 en tête. Pourtant, le conflit s'enlisait. Aucune négociation n'était en vue et les journalistes de FR3 le savaient bien, la solution était derrière cette porte. Porte ouverte hier par Catherine Tasca, ministre déléguée à la communication, enfin prête à les recevoir et surtout à réexaminer leur situation. Depuis, on fait les comptes. Dès hier, les syndicats ont obtenu la réévaluation sur 3 ans des salaires à 11 200 francs nets par mois. Reste encore à définir un véritable plan de carrière sur les bases de l'ancienneté et de la formation. Pour les syndicats, tant qu'un protocole d'accord n'est pas signé, la grève continue, une grève toujours suivie à 80%. Dans le nord-est du Brésil, assassinat d'un dirigeant syndicaliste agricole qui dénonçait quotidiennement à la radio les abus des propriétaires terriens. Ce nouveau crime survient alors que se déroule actuellement dans la ville de Xapuri le procès des assassins de Chico Mendes, tué il y a 2 ans. Cet homme était devenu là-bas le symbole du combat des seguireros, des récoltants de caoutchouc régulièrement abattus dans l'indifférence la plus totale. Ce procès est donc un événement car c'est la première fois qu'un propriétaire terrien est jugé pour un tel crime. José Blanc-Lapierre. C'est la première fois que la justice se mêle d'un meurtre perpétré dans l'enfer vert. Dans la forêt amazonienne, les comptes se règlent comme au Far West, par tueurs à gages interposés. Les commanditaires sont des éleveurs qui veulent étendre leur pâturage. Ils coupent, ils brûlent. Ces propriétaires terriens colonisent la forêt et pourchassent ceux qui en vivent, comme les seringueros qui sont chargés de recueillir le caoutchouc de l'EVA et dont Chico Mendes était le leader. Son combat pour la défense de la forêt avait dépassé les frontières du Brésil. Sur cette image, il reçoit un prix que lui décerne l'ONU. Le martyr de l'écologie a été tué il y a 2 ans devant chez lui. Le procès de ces meurtriers se déroule cette semaine et a commencé par un coup de théâtre. Le jeune Darcy Alves Pereira avoue son crime. Il déclare avoir agi seul. Son but, innocenter son père, accusé d'avoir organisé le complot. Par cet aveu, le jeune Darcy compte sur une réduction de peine, mais dans la salle, les seringueros sont nombreux à attendre le verdict qui donnera raison à leur combat.
Autre information du jour, la disparition à 69 ans chez lui en Suisse de Friedrich Dürrenmatt, le plus grand dramaturge contemporain de langue allemande, l'auteur notamment de La visite de la vieille dame. Malgré les menaces de grève, l'année Mozart a commencé hier soir à l'Opéra Bastille avec à l'affiche Les Noces de Figaro, l'une des œuvres les plus populaires du camarade Wolfgang Amadeus. Passionné de Mozart, Georges Bégou et Maryse Richard étaient à la noce, je veux dire à la fête. Monsieur le comte vient d'abolir le droit de cuissage sur ses terres, donc les pucelles le couvrent de fleurs. Ceci n'empêche pas monsieur le comte de courir après sa servante Suzanne. Mais Suzanne s'est promise à Figaro, qui aimerait bien faire danser monsieur le comte à coups de bâton. De son côté, Madame la Comtesse est courtisée par Chérubin dont le cœur soupire. L'un des mérites de cette production, qui inaugure l'année Mozart à la Bastille, est de réunir de jeunes artistes comme John Rogers, Suzanne, Cecilia Bartoli, Chérubin, et des chanteurs chevronnés comme Lucia Pop ou Ferruccio Furlanetto dans Figaro. Dolcino d'amor, delle belle turballe del riposo, Narcisista dolcino d'amor. Voilà, au cas où vos propres chérubins vous auraient quelque peu distrait pendant ce journal, Louis Carzou vous rappelle les grands titres développés dans cette édition. Ouverture du sommet des 12 à Rome, les chefs d'État et de gouvernement européens décident le principe d'une aide d'urgence de 5 milliards de francs pour l'URSS. Autre thème de discussion, la monnaie unique et l'évolution de la crise dans le Golfe. En Albanie, les émeutes s'étendent en province 3 jours après l'acceptation du multipartisme. Des affrontements entre l'armée et les contestataires, notamment dans les villes de Shkodër et d'Elbasan, auraient fait plusieurs blessés. Les prix à la consommation ont baissé de 0,2% en novembre, une première depuis 4 ans. Ce ralentissement de l'inflation est essentiellement dû à la baisse des produits pétroliers. Cette dernière information, les Suédois organisent des cours d'humour pour leurs bureaucrates. C'est tout à fait sérieux. L'idée est née chez les dirigeants de la Fédération des fonctionnaires d'État afin de rendre les bureaucrates beaucoup plus efficaces. Tous les Suédois savent cela. Une personne qui sait rire de soi-même et des autres se sent plus à l'aise et travaille beaucoup mieux. C'est QFD. Tout de suite, les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé quarté plus de Vincennes. Pierrette vous propose de miser vos sous sur le 17, le 9, le 18, le 14, le 16, le 15, le 12 et le 13. Dans quelques minutes, avant que le ciel nous tombe sur la tête, l'émission fétiche d'Antenne 2, puis les caractères de Bernard Rapp, 23h25, Claire Chazal, le dernier journal, ensuite le tennis, le Grand Chelem en direct de Munich,
Demain à 8h30, Joseph Poli, star de la 2, reçoit Christine Ockrent. À 13h, Hervé Claude avec, ne l'oubliez pas, notre magazine Santé à 13h15. Bon anniversaire à Jane Birkin, 44 ans aujourd'hui, et à Nostradamus, 397 ans. Le dicton du jour, amitié de gendre, soleil de décembre. Dicton dédié à ma chère belle-maman. Pour ce qui est du soleil, rendez-vous dans quelques minutes avec Nathalie Riouet. Excellente soirée, merci.